là-bas à la FIF? Éric Mounet était employé permanent de la fédération. Ok. Une question d'Aka. Une question d'Aka. Bonsoir, Gondo. Oui, allez-y. Bonsoir, Gondo. Bonsoir à ses frères, grand frère. Oui. Moi, j'ai deux petites préoccupations. À entendre parler le manager tout à l'heure, on a l'impression que la gestion au sein de la fédération laisse un peu à désirer. Parce que d'après lui, il y a certains instruments qui manquent pour le bon fonctionnement de la fédération. Ce qu'il a décrié. Oui. C'est le cas de quelqu'un qui vient de divorcer avec sa femme. Après 5 ans de mariage, lui a fait des beaux enfants. Et puis il dit, j'ai divorcé ma femme parce qu'elle fait pipi au lit. Voyez-vous? Le problème, Gondo. Il est clair, j'aimerais y aller jusqu'au bout. Oui. Il est clair que nous avons trouvé l'état de l'administration de la Fédération ivoirienne dans un certain état. Et le président Sidi, et avec la direction exécutive, n'a eu de cesse que d'améliorer cette situation. Aujourd'hui, le plus important dans l'état, dans la situation d'un employé, de l'employeur vis-à-vis de l'employé, c'est donc la situation vis-à-vis des fiscs, la situation vis-à-vis de l'administration de la CNPS. De ce point de vue-là, la PIF aujourd'hui, grâce à la nouvelle administration, a des rapports sains avec ces deux administrations. Bon, Gondo, il y a un deuxième aspect. Éric Mounet a réclamé que la gestion soit auditée. Est-ce qu'au niveau de la fédération, vous êtes prêt à aller jusqu'à l'audit? Écoutez, c'est Éric même qui vous informe, et j'allais dire ceci de tous, que dans le fonctionnement normal et régulier de la Fédération ivoirienne, nous sommes l'une des rares organisations, associations à ce niveau, qui avons commis un cabinet d'audit extérieur à la Fédération, reconnu par les tribunaux de Côte d'Ivoire, pour chaque année auditer les comptes de la Fédération. Donc, de ce point de vue, nous sommes à l'aise. Voilà, alors... Quand il dit que c'est seulement... S'il vous plaît. Quand il dit que c'est seulement lors des dernières compétitions que le régisseur est intervenu, c'est pas vrai. Moi, je conduis en novembre 2011 une délégation à Marrakech lors des éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Le régisseur du ministère, notre ami Yapi, nous a rejoint à Marrakech. Donc, de tout temps, le ministère... pour certaines, il dépasse quand le régisseur en a le temps ou bien quand je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. En tout cas, il nous rejoint quand il le faut. Alors, voilà. Gondo, un dernier tour de table, un dernier tour de table, s'il te plaît, avec Aimé. Ouais. Bonsoir, Gondo. Bonsoir, grand frère. Merci. Gondo, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre en place un contrat moral pour tous ceux qui viennent travailler à la maison de verre, les engageant, n'est-ce pas, à ne rien dire, ne rien faire, mais bien sûr, quand on quitte une structure comme la Fédération ivoirienne de football, ben, vous savez, c'est la vie de tous les jours, hein, où les hommes travaillent, il y a toujours des frictions. Et ma foi, est-ce qu'il ne serait pas bien de mettre en place ce code moral, c'est un code moral, un contrat moral, comment vous allez faire? Oui. Le contrat moral n'existe pas. Non. Il est tacite. C'est l'obligation de tout employé qui est dans une fonction de responsabilité, lorsqu'il le quitte, ou bien quand il va ailleurs, d'avoir une obligation de réserve. C'est une question morale. Voilà. Oui. Alors, une dernière question de Choyot et puis on termine avec vous. Pas qu'on l'accuse. Gondo, tout à l'heure, l'ex-manager général affirmait qu'il a travaillé sans contrat de travail. Comment expliquez-vous cela? Un manager général. Et puis non, je n'ai pas fini. Laissez répondre à la question. Je n'ai pas fini. Chalo, laissez répondre à cette question. Allez-y. Oui, Gondo. En droit, lorsqu'il y a un service fait et un salaire qui est payé régulièrement, le contrat est établi. Donc le manager avait un contrat de travail. Ça, c'est vraiment... Deuxième préoccupation. Oui. Tout à l'heure, il a affirmé tout à l'heure qu'en fonction pour la CAN 2013, lui, en tant que manager général, il n'était même pas sur la liste. Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui. Vous étiez en Afrique du Sud, Eric était dans le camp des éléphants en Afrique du Sud. Donc ça, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Ça, là, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il n'était pas officiel. Un manager général qui n'est pas officiel. Non, le manager général, qui est, j'allais dire, moi j'étais en Afrique du Sud. Moi, par exemple, je n'étais pas à Rosenberg, j'étais à Joburg pour m'occuper des invités de la fédération. Donc, je n'avais pas le privilège comme lui
d'être dans l'hôtel des joueurs. Lui, voilà. il était en qualité de manager général. Merci Gondo. Une dernière question avec Koulibaly. Une dernière question avec Koulibaly. Oui, s'il dit qu'il n'était pas sur les feuilles, est-ce que quelqu'un de la délégation qui n'est pas sur les feuilles peut se retrouver dans les vestiaires des éléphants? C'est pas possible. Bon, voilà, c'est pas possible. Parce que alors, se retrouver dans les vestiaires, il faut avoir un badge. Ok. Alors, possible. Gondo, dites-nous, vous-même vous avez réaffirmé que Éric Monet est un ami de la famille de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas allé trop loin de part et d'autre pour vous attaquer à travers les journaux interposés? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution intermédiaire pour gérer tout cela tranquillement? Écoutez, nous, pas du tout. La Fédération ivoirienne de football a un collaborateur qui a rendu démission. Il faut savoir aussi, il faut le dire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Lorsque vous démissionnez, même quand vous quittez vos fonctions dans ce genre de conditions, il y a une obligation propre, comment dirais-je, non, pas de réserve, les 3 mois de préavis. Il y a une obligation de préavis. Donc, quand vous déposez votre démission, l'employé a l'obligation d'organiser dans le délai de préavis les conditions de sa passation. Et dans l'organisation de ce préavis, les dossiers qu'il a eu à gérer, j'allais dire, on clarifie comme ça, celui qui pleurerait prend des dossiers propres. C'est tout. Oui. Là, on a un ami qui nous quitte et qui du jour au lendemain, j'allais dire, ne vient plus au travail, ne nous prend plus au téléphone quand on l'appelle. Nous, de notre point de vue, on est là à la fédération, donc on lui a envoyé un courrier pour lui dire qu'il y a une... Un courrier par huissier, par voie d'huissier sur lui. On lui demande de venir à la fédération pour qu'on discute et qu'on a pris acte de sa démission, mais qu'on puisse, j'allais dire, organiser les conditions de la passation des services. Bien. C'est aussi simple que ça. Ok. Allez, Gondo, en tout cas, merci d'avoir apporté des précisions, tout comme tout à l'heure Eric. Et on espère que vous allez trouver une solution rapidement pour éviter d'aller vous étaler de part et d'autre dans les journaux. Et on peut vous faire confiance. On peut vous faire confiance. On peut vous faire confiance pour cela. On vous appelle l'amitié et on vous remercie. Voilà. De nous avoir appelé pour répondre à ces questions. Voilà. En tout cas, vraiment, essayez de trouver une solution. On n'a fait aucune communication officielle. Ok. Alors, en tout cas, merci d'avoir participé à l'émission et d'avoir apporté votre éclairage sur ce sujet. Les 14e championnats du monde d'athlétisme du 10 au 18 août à Moscou. En direct sur RTI 1 et RTI 2. Allez, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de facilité. Il n'y a rien à dire. 3 heures de duel par jour avec les dieux des stades. Usain Bolt, Justin Gatlin, Mohamed Aman, Muriel Aouré. La RTI vous offre du 10 au 18 août à Moscou les mondiaux d'athlétisme. Bien, messieurs, c'est le rendez-vous, c'est le 10 et 18 août prochain. Et avant cela, vous savez que, comme par hasard, en Côte d'Ivoire, ici, il y avait eu un séminaire sur le dopage. Et c'était avant la bombe qui a éclaté il y a à peine une semaine, puisque Assafa Powell et Tyson Ngué ont été contrôlés positifs. Messieurs, on regarde l'élément sur Abidjan où il y a eu ce séminaire sur le dopage, et puis on revient sur ce plateau. Le dopage, un fléau qui mine le monde sportif dans son ensemble. Les stratégies et les substances évoluent constamment, d'où un besoin de mettre à jour les interdictions. Et la liste des interdictions 2013 contenue dans le Code mondial antidopage a fait l'objet d'un séminaire à Abidjan pour informer les différents acteurs afin d'éviter les répressions. 2 grands axes abordés. Il s'agit d'une part des substances et méthodes interdites en permanence, tels que les agents anabolisants ou encore les hormones facteurs de croissance. Et d'autre part, les substances et méthodes interdites en compétition. Exemple, les stimulants, les manipulations de sang, le dopage génétique, les glucocorticoïdes. L'UNESCO a trouvé des sponsors, des pays beaucoup plus nantis, qui ont mis un fonds spécial
pour aider les pays qui n'ont pas beaucoup d'argent pour lutter contre ce dopage. Notre rôle en tant que médecin du sport, c'est de protéger nos athlètes. Donc notre rôle, c'est un rôle d'information, de prévention, de prévention, de prévention. L'Agence mondiale antidopage veut se donner tous les moyens pour lutter efficacement contre ce phénomène qui n'honore pas l'esprit du sport. Koulibaly, ça a été un coup de tonnerre, hein, à Safa Powell et puis Tyson Gay, sans oublier les autres athlètes jamaïcains qui sont à la une. Hein. Et même, je dirais, Nesta Carter aussi, qui est soupçonné. Donc, quand on prend Tyson, 9 secondes 75, Asafa Powell, 9,88, Nesta Carter, 9,87, on a les 3 meilleurs performeurs de l'année 2013 qui ne seront pas à Moscou. Donc, je pense que la route est totalement libérée pour un sacre de Usain Bolt. Mais c'est dommage parce que le dopage, il finit toujours par rattraper les gens. Depuis 25 ans, il se trouve que les meilleurs performeurs au niveau de l'athlétisme, pour la plupart du temps, ont été rattrapés par des problèmes de dopage. Oui. Je vais citer Ben Johnson, je vais citer Catherine Krabbe, Marion Jones, qui ont été vraiment, des fleurons de l'athlétisme mondial et qui ont été rattrapés par des problèmes de dopage. Et aujourd'hui, tout le monde s'est extasié devant les résultats des Jamaïcains. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que ces résultats sont le fruit d'un travail ou ces résultats sont le fruit du dopage? Parce que, en plus d'Asafa Powell, on a 4 autres qui ont été contrôlés. Voilà. On a Sharon Simpson, qui a été championne du monde, médaille olympique sur les 100 mètres en 2008. On a Randall Allison, qui est une lanceuse de Dix. On a Travis Smichael, qui est un lanceur de Dix. Et on a Robinson Demar, qui est un sauteur en hauteur. Alors, donc, c'est dire que l'athlétisme jamaïcain aujourd'hui. Voilà, Choualio, tous ces grands champions qu'il a cités là, quand on les prend comme ça en flagrant délit, ils méritent vraiment d'être suspendus, de ne pas participer aux mondiaux. Hein. Mais moi, je pense qu'ils méritent d'être suspendus, même radiés même de l'univers de l'athlétisme, parce que c'est vraiment la triche. Ouais, ils ont violé la loi sur le dopage. C'est vraiment de la triche. Et puis, ce n'est pas la première fois. Déjà en 2009, avant les mondiaux de Berlin, il y a eu encore des Jamaïcains qui ont été épinglés. En 2011, avant les Jeux en Corée du Sud, il y a eu encore des Jamaïcains qui ont été épinglés. Donc, c'est pour vous dire que c'est le sprint jamaïcain qui est vraiment mis en cause. Et là, on va plus loin maintenant. Les observateurs s'interrogent déjà sur notre ami Usain Bolt. Est-ce que Usain Bolt... Monsieur, la présomption je dis d'innocence. Non. Hein? Bon, mais concernant Usain Bolt, il y a déjà un préjugé favorable parce que Usain Bolt a été champion cadet, il a été champion junior et son record du monde junior existe jusqu'à présent. Et techniquement, certains spécialistes ont justifié un peu les performances extraordinaires d'Usain Bolt. Mais globalement, il faut savoir, et c'est une bonne chose, que la lutte anti-dopage commence à courir plus vite que les athlètes. Et ce n'est pas peu dire quand on sait que ce sont des sprinteurs. Parce que non seulement ils prennent des substances de dopage, mais les docteurs qui sont derrière ces athlètes, eh bien, ils trouvaient des substances qui leur permettaient de masquer le dopage. Un exemple des diurétiques. C'est le dernier exemple trouvé qui masquait un peu la prise de produits anabolisants ou des PO. Voilà un peu le salut. Voilà d'où vient le salut. Oui. Voilà ce qui va permettre d'avoir des performances propres. On ne va pas jeter du revers de la main ce qu'il a dit sur Usain Bolt, parce qu'on ne sait jamais si dans 2 ans, 3 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, Aka. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas seulement qu'à l'athlétisme. Au football, c'est pareil. Mais seulement la question que moi, je me pose est de savoir si ce n'est pas parce que le sport a pris une autre dimension, une dimension beaucoup plus mercantile, qui fait que les athlètes sont obligés de se surdoper pour courir après les records. Pour courir non seulement après les records, mais après la fortune également. Est-ce que le sport business n'a pas pris le pas sur l'esprit de compétitivité et qui fait qu'on arrive à ce sont de vraies questions. Oui. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Aimé a dit tout à l'heure. Il a dit que Usain Bolt, pour le moment, il est propre. Mais il faut voir. Parce que Yohan Blake, il a été champion du monde junior.
Bon. Mais il a été rattrapé par la Alors, patrouille. monsieur, Voilà. on a quelqu'un, on a un Ivoirien qui est très bien placé pour nous donner quelques réponses à des questions ici qu'on se pose. Le professeur Constant Roux, qui est membre du comité d'approbation du fonds de l'UNESCO pour l'élimination du dopage dans le sport, est en direct avec nous. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez eu le nez creux pour organiser le séminaire sur le dopage et puis une semaine après, au plan international, c'est la bombe? Vous pouvez vous déplacer un peu avec de votre poste téléviseur? Oui, vous m'entendez? Oui, professeur, allez-y. Oui, je vous remercie parce que cette lutte contre le dopage date depuis des siècles. Hein. On parle maintenant des derniers sportifs, mais quand on prend l'historique, en l'an 395 de l'ère de notre ère, l'empereur Théodore abolit justement les Jeux antiques pour des suspicions de dopage. Vous voyez d'où cela part. En définitive, la lutte contre le dopage en athlétisme a commencé le 3 septembre 1968 lors des Jeux olympiques d'hiver à Grenoble, et en 1968, il y a eu également les Jeux olympiques. Professeur, vous pouvez couper le son de votre téléviseur et puis on va parler. Oui? Professeur, vous êtes en ligne? Bon, le temps que Kofi Sakra puisse rappeler le professeur là-bas, il nous disait, hein, c'est depuis 1968 à Grenoble, aux Jeux d'hiver, que les premiers contrôles antidopage ont eu lieu. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça existe? Moi, je voulais faire une remarque. Je ne sais pas si je me trompe, mais il y a très peu d'athlètes africains. Je parle de l'Afrique noire. Les Jamaïcains, c'est des Noirs, mais ils ne sont pas africains. Hein? Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais on n'a pas vu beaucoup d'athlètes accrochés par le doping. On n'en a pas vu. Si. Je ne sais pas si je me trompe. Si. Il y a eu le cas des sprinteuses nigériennes à l'époque, oui, qui ont été prises. Il y a même eu le cas de l'Ivoirienne Dalucienne, au soin en hauteur. Et puis il y a eu le cas d'un lanceur ivoirien qui avait été déclaré positif à un produit. Okay. Donc alors, il y a eu des cas. Oui. Voilà. Alors on a le professeur en ligne à nouveau, hein, Koulibaly. Oui. Professeur, oui, alors comment se déroule un contrôle antidopage? Un contrôle antidopage se déroule selon les étapes suivantes. Il y a la notification de l'agent du contrôle antidopage, et nous pouvons dire qu'en Côte d'Ivoire, nous en avons 7 qui sont accrédités par l'Agence mondiale antidopage. Nous avons une dernière réunion au Novotel il y a 2 à 3 mois. Ensuite, il y a ces agents antidopage avec une escorte vont notifier l'athlète, et ensuite il y a le prélèvement. Le sportif doit choisir le tube dans un endroit bien spécifique. Il recueille l'échantillon en présence de l'agent du contrôle antidopage qui surveille l'échantillon pendant les étapes. Ensuite, il y a le scellage. Le sportif lui-même, personne d'autre à sa place, choisit une trousse, verse l'échantillon dans les flacons A et B et ferme lui-même les 2 flacons. Ensuite, le 4e processus, c'est le formulaire. L'agent du contrôle antidopage remplit lui-même les formulaires. Le sportif lit et écrit lui-même et signe le formulaire. 5e, il y a l'envoi au laboratoire accrédité. Tous les laboratoires ne sont pas accrédités, il n'y en a que 28 dans le monde, de sorte que la véracité du contrôle positif soit reconnue d'une façon officielle. Et 6e, il y a la gestion des résultats. Si c'est positif, alors c'est la Fédération internationale. Professeur, oui, quels sont les produits dopants? Quels sont les produits dopants? Il y a des produits, il y a à peu près 5 listes. Il y a des substances interdites en compétition, des agents anabolisants, tels les stéroïdes anabolisants, le cas de Ben Johnson, puisqu'on parle de l'athlétisme. Il y a également les hormones peptidiques, les hormones de croissance et des substances apparentées. Il y a les bêta-agonistes. Il y a les modulations hormonaux et métaboliques. Il y a les diurétiques et autres agents masquants. Les diurétiques ne sont pas des dopants, mais ce sont des agents masquants qui sont interdits.
Et ce qui est important, il y a des méthodes interdites par la manipulation du sang, les transfusions du sang et les composants sanguins, la manipulation chimique et physique, et dernièrement, il y a l'apparition de ce qu'on appelle le dopage génétique. Alors, professeur, une question de Aka Emmanuel. Oui. Bonsoir, doyen. Bonsoir, Aka. Moi, je voudrais savoir deux choses. Oui. Est-ce qu'avec le recul, vous avez essayé de trouver des explications à cette vague de dopage qu'on connaît dans l'athlétisme, surtout au haut niveau? Et puis, deuxième question, est-ce que finalement, la recherche des honneurs et des médailles n'est pas à la base de ces dopages? Et malheureusement, il semble que le côté médical, notamment les responsables médicaux des différents athlètes et différentes équipes, ne sont pas épinglés comme le sont les athlètes. Oui, professeur, allez-y. Oui, vous avez raison. Il y a ce problème de l'appât du gain, où pour des problèmes financiers, certains athlètes se dopent. Et c'est à cause de ce problème financier qu'on s'est rendu compte que dans le problème de Lance Armstrong, par exemple, au niveau du cyclisme, son médecin avait des millions de dollars. Donc il y a l'achat des consciences par ce problème de dopage. Maintenant, concernant les athlètes, nous avons fait au niveau de la faculté de médecine 3 études, football et dopage, tabagisme et en milieu sportif, consommation d'alcool en milieu sportif, et nous avons vu que les jeunes athlètes veulent égaler leurs prédécesseurs, et c'est ce qui leur permet peut-être d'aller dans le sens du dopage. Et ils sont un peu incités par ça, surtout lorsqu'ils sont dans les compétitions internationales, de voir d'autres athlètes, et ils veulent les égaler. Donc voilà un peu ce problème économique qui est important. Le jeune athlète ne se rend pas compte que c'est l'effort et le bon entraînement qui est le meilleur des dopages, si vous voulez, mais le dopage en lui-même nuit à la santé de l'athlète. Professeur, une question de Koulibaly Seydou. Oui. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ami. Au début, quand on accusait les athlètes de s'être dopés, ils niaient totalement. Oui. Et puis toujours ils étaient rattrapés. Oui. Est-ce qu'il est possible que dans le contrôle antidopage, on se trompe? C'est difficile parce que il y a ce que je dis, les laboratoires qui sont accrédités. Et dans le monde entier, il n'y a que 28 laboratoires. Et moi, j'ai vu pendant les Jeux Olympiques, nous approchons souvent, nous envoyons des comprimés, des flacons, avec des possibilités de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans ou qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans. Et ce sont des contrôles inopinés que nous faisons. Donc, un laboratoire à Abidjan ne peut pas dire qu'on va faire un contrôle de dopage. Il faut que le laboratoire soit accrédité. Et en Afrique, on n'en a que 2. En Afrique du Sud, à Bloemfontein, et puis en Tunisie. Et dans le monde entier, lorsque nous faisons des contrôles, nous sommes obligés de les envoyer dans ces laboratoires accrédités qui ont la validité. Alors se tromper, bon, errare humanum est, si vous voulez, mais c'est de la science. Voilà pourquoi on permet à l'athlète d'espérer avec le flacon B. Mais le flacon B, c'est la même urine que du flacon A. Le problème, c'est la spécificité, la qualité du laboratoire qui est importante. Et donc, lorsque le laboratoire est accrédité, c'est difficile qu'il se trompe. Ok, professeur, une question de Choilio. Oui. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Quelle peut être la responsabilité du staff technique de l'athlète qui a été déclaré pour... le staff médical de l'athlète qui a été épinglé positif? Premièrement, quelles sont les sanctions prévues? Parce qu'on a l'impression que ces médecins-là sont souvent épargnés. Oui, professeur, allez-y. Oui, les sanctions prévues, d'abord nous avons un rôle d'éducation, de prévention, d'expliquer aux athlètes, avant le déplacement, voici la liste qui est défendue, ne prenez aucun produit sans que nous soyons au courant, mais lorsque l'athlète est positif, moi j'ai assisté par exemple aux Jeux Olympiques à Barcelone où le médecin d'une championne qui avait 5 médailles en gymnastique a été banni parce qu'elle avait 12 ans et elle ne comprenait rien dans le problème du dopage. Et on s'était rendu compte dans l'interrogatoire de la commission médicale du CIO que c'est ce médecin-là qui avait donné des produits à cet athlète qui suivait ce que son médecin disait. Donc ils sont bannis, ils sont exclus des Jeux en même temps que les athlètes. Donc il y a des sanctions pour les accompagnateurs qui ne sont pas propres. Ok. Aimé Brière, professeur.
Professeur, bonsoir. Salut, mon cher. Ouais, Constant, est-ce qu'on a bien dit à nos athlètes, parce qu'on n'en a pas beaucoup qui vont compétir au JO ou bien au championnat du monde, est-ce qu'on a adressé cette fameuse liste de produits qu'ils ne doivent pas prendre même pour un simple mal de tête ou des courbatures? Par exemple, quand on prend le diantalmique, c'est un produit qui fait plutôt dormir. Et pourtant, il fait partie des substances... Allez-y, professeur. Oui, tu as raison, mon cher, mais l'important pour nous, c'est justement de cette prévention. Nous devons faire en sorte que nos athlètes ne partent pas en compétition sans être garants des dangers qu'ils encourent. Et c'est la responsabilité du médecin, de l'encadreur. Voilà pourquoi, indépendamment des médecins qui sont dans la commission médicale ou dans le comité national de lutte antidopage, nous avons voulu inciter les entraîneurs à comprendre le problème du dopage. Et c'est notre ami le docteur Yassé Félicien lui-même qui a fait cette... Oui, mais justement, professeur, je rappelle qu'effectivement, on se pose la question, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des gens qui ont été déjà saisis, épinglés? Alors, nous avons suivi avec le comité national de lutte antidopage l'organisation le 5 juillet dernier du séminaire là, pour les entraîneurs des fédérations sportives. Est-ce que toutes les fédérations étaient présentes? Eh bien, il y a théoriquement, j'avais prévu qu'il y ait deux entraîneurs par fédération. Bon, il s'avère qu'il y a 26 fédérations de sport d'été. Et je demandais au secrétaire du comité olympique d'augmenter le nombre de personnes qui ne sont pas, par exemple, des sports olympiques, par exemple le vote à eau. Donc, nous avons une cinquantaine de personnes. Et je vous ai vu que la salle était remplie et j'ai téléphoné à des médecins, notamment à notre ami Gadi, celui du basket, à Kassa et Stéphane. Ils m'ont dit, monsieur, ce que vous avez fait était très important parce que nous sommes en retard. Nous ne nous rendons pas compte de la responsabilité que nous avons. Alors, je rappelle que le thème était luttons contre le dopage avec les entraîneurs de la région des Lagunes. Oui. Mais ce n'est pas étendu à toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez organiser une table ronde pour cela? C'est ce que nous voulons, parce que vous savez que nous avons fait une première action au niveau du fonds de l'UNESCO. Nous avons été à l'intérieur du pays pour les scolaires et les universitaires, les enfants de 12 ans, de 13 ans. Et on a vu par exemple à Mans un jeune qui disait « Monsieur, je prends des comprimés pour que mon entraîneur me classe ». À Odiéné, on nous a amené une substance qui s'appelait le batanan. Le bas, c'est la chèvre, le tanan, c'est le totem de la chèvre. Et on nous a dit, voici ce que les gens prennent. Il y a un comprimé qui s'appelle le C14. Alors nous nous sommes rendus compte que simplement au niveau des athlètes, c'était dangereux. Voilà pourquoi maintenant pour les entraîneurs, nous avons aisé faire ceci. Nous souhaitons vraiment avoir votre parole, de sorte que les médecins du Comité national de lutte antidopage fassent une table ronde pour que les parents, parce que les parents sont inquiets. Vous avez des enfants votre appel va être entendu, professeur. Je rappelle que vous avez fait allusion tout à l'heure à Ben Johnson. C'est un Canadien, mais d'origine jamaïcaine. En 87, au 100 mètres, il a fait 9 secondes 83. C'était le record du monde qui a été annulé le 20 janvier 1990. Toujours en 88, il a battu le record du monde avec 9,79. Ça a été annulé le 27 septembre 88. Et en 77, il était chargé de l'entraînement d'un certain Diego Maradona. En 1989, il entraîne le fils du président Kadhafi comme préparateur physique qui s'appelle Al-Sadi. Il jouait en Série A au football à Pérouse en Italie. Il a joué qu'un seul match. Il a fait 15 minutes contre la Juve et il a été contrôlé positif. Merci de nous avoir suivis. Merci, professeur. Attendez, et puis, le problème de Ben Johnson, il a été trouvé positif parce qu'on a trouvé des traces simplement. Voilà, professeur, en tout cas, merci. Merci de nous avoir éclairés ce soir. Parce que c'est très important de protéger nos athlètes et les femmes. On est à votre disposition, professeur, il n'y a pas de problème. La RTI est là pour vous accompagner. En tout cas, cette émission est terminée, monsieur. Kofi Sakra, il me disait à l'oreillette, allez, dépêche-toi, il est l'heure. Effectivement, Sakra, c'est bon. Merci à tous tes amis, tous les techniciens qui ont travaillé avec toi. C'était chaud, c'était dopant sur ce plateau ce soir. Monsieur, bonsoir. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro de 3e mi-temps. Et on fera peut-être le point du championnat, n'est-ce pas, la Ligue 1. Bonsoir et puis merci de nous avoir suivis. Il se plaint.